Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Bienvenue au service à l'auto. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et voilà, c'est le service à l'auto avec mon chroniqueur Antoine Joubert. Monsieur Gotchard. Monsieur Gotchard, ça me permet de dire aux gens, appelez-nous 1-877-827-2346 pour toute question reliée à l'automobile. Vous pouvez nous texter au 187-CUBE Radio. Courriel, c'est isabelle@cube.ca. Antoine est là pour vous. C'est vraiment un service public qu'on vous donne tous les vendredis 10h. Et surtout qu'Antoine, t'es bien... ce matin, t'es bien réveillé, n'est-ce pas? Je suis bien réveillé, avec en fait. Tes 2 cafés? J'étais, exactement, mes 2 cafés. Et j'étais en plein cœur du Vieux-Montréal pour un événement. J'ai mis à l'essai hier le Mazda CX-50 hybride. Et puis, on a passé la soirée là-bas, si bien qu'en sortant de l'hôtel ce matin, j'étais un peu bloqué par les tournages d'Indéfendable, ce qui a fait en sorte que ça a pris un petit peu de temps avant que j'aille ma voiture. Mais finalement, c'était cocasse comme... c'était cocasse de s'enfarger dans les tournages d'une série télé à la sortie de l'hôtel, mais ça a fonctionné. As-tu vu Poupou? J'ai vu Poupou. Sébastien Delorme? Ouais. En fait, c'est comme ça que j'ai su que c'était indéfendable, parce que c'est pas écrit en 4x8 qu'on tourne. Non, c'est ça. Mais voilà. Ah, bon, mais c'est fort, voilà, ça. Exactement. Et donc, la Mazda, comment t'as trouvé ça? Écoute, ça, c'est drôle parce que c'est un Mazda CX-50 qui est évidemment un VUS un peu plus sportif que la moyenne des autres dans le segment, qui n'avait pas de motorisation hybride, évidemment. Beau véhicule, quand même. Oui, beau véhicule. Mais là, on greffe un moteur de RAV4 hybride dedans, parce qu'il y a un partenariat entre Mazda et Toyota, si bien que tu te fermes les yeux et tu es certain que tu es dans un Toyota, mais à la conduite, c'est la dynamique d'un Mazda. Je te dirais que c'est pas mal le meilleur des mondes. Et j'ai fini ma course hier à 5,8 litres au 100. C'est quand même un véhicule de 219 chevaux avec 4 roues motrices, avec pas mal d'espace. Je me suis rendu jusqu'au lac Champlain avec le véhicule. Tu sais, j'ai roulé beaucoup, là, en partance de Montréal, puis honnêtement, ça consomme pas. C'est super agréable. Je trouve que c'est vraiment le meilleur des mondes. Puis ils sont nez à nez dans les prix avec un RAV4, avec un CR-V hybride, avec un Tucson hybride. Fait qu'ils sont dans la course. La question, c'est de savoir s'ils vont en avoir assez parce qu'il est produit aux États-Unis à la même usine que la Toyota Corolla Cross, qui est une usine conjointe entre Toyota et Mazda. Mm-hmm. Et on sait que l'approvisionnement en Toyota Corolla Cross est un problème. Donc, est-ce que ça sera le même pour le CX-50 hybride, considérant qu'on s'arrache les motorisations hybrides? Le seul truc, c'est que je te dirais que je vois plus bien d'intérêt d'aller chercher un Mazda CX-50 en motorisation traditionnelle. Ben oui, exact. Il y a 3 000 $ de différence avec un 2,5 litres régulier, mais tu vas récupérer ton 3 000 $ en coût d'économie d'essence. Tu économises à peu près 30 % d'essence par rapport à un 2,5 régulier. Est-ce qu'il faut éco-conduire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vraiment réduire justement il faut pas avoir... Non, mais si tu conduis de la même façon avec ton 2,5 atmosphérique qu'avec la motorisation hybride, tu vas avoir 30 % d'économie de carburant. Et versus le moteur turbo, qui lui coûte pratiquement le même prix que l'hybride, ben là, tu es à presque 40 % d'écart. Alors, ça fait une différence considérable. OK, fait que donc ton 3000, là, c'est clairement rattrapé. Le moteur turbo, il faut le rouler au super idéalement. Pas besoin de rouler le super avec la mécanique du Toyota RAV4. Fait que ça fait une très, très bonne différence. Moi, je pense que c'est une super formule, puis c'est une nouvelle avenue pour Mazda qui n'avait pas ce genre de technologie-là avant. Mais c'est drôle d'aller l'emprunter à Toyota. Puis on sait qu'en plus, Subaru s'en vient avec la technologie hybride de Toyota dans le Forester. Donc là, on va emprunter la meilleure technologie hybride qu'il y a sur le marché à Toyota pour la greffer chez d'autres manufacturiers avec qui on a des partenariats. Ah, si les politiciens pouvaient faire ça avec les gens impliqués, si on allait chercher le meilleur ministre, puis qu'on faisait un beau gouvernement comme ça, qu'on oubliait les partis. Ça irait bien. Hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas exactement ce qui se passe. Non, c'est pas ça qui se passe. Non. Tu parles des États-Unis. Il y a évidemment, Donald Trump va être à nouveau en janvier prochain le prochain président des États-Unis. Es-tu sérieux? Oui, réélection de Donald Trump. Oui. Bon. Sincèrement, ça a eu apparemment un effet assez important. On l'a vu, un effet important sur Tesla tout de suite.
Et sur beaucoup de cours de certaines actions, là, on rappelle entre autres qu'il y a 8 oligarques qui sont déjà des multimillionnaires qui sont encore plus riches ce matin, en tout cas au lendemain qu'ils l'étaient la veille. Ouais. C'est pour ça que c'est toutes des actions calculées. T'sais, quand on voyait Elon Musk sauter sur l'estrade à côté de Donald, là, Ouais. c'est parce qu'il avait fait un calcul très rationnel. C'est It's sûr. gonna pay eventually. Ah, ça. ça paie maintenant. Ouais, mais exact. je veux dire, bon, Tesla, c'est écrit dans le ciel que pour eux, c'est un gros win. Mais je pense que c'est drôle parce que les yeux sont rivés sur Tesla. Et lorsqu'on pense à Donald Trump, on pense justement à l'élimination ou au ralentissement des véhicules électriques. On pense évidemment au pétrole, on pense à, bon, évidemment, mais je pense que ça va avoir un impact positif sur l'industrie automobile nord-américaine, beaucoup plus qu'on le pense. Parce qu'actuellement, on a des constructeurs automobiles qui sont en eau trouble, Stellantis pour ne pas les nommer. On vient d'annoncer ce matin 1100 mises à pied qui auront lieu dès janvier à l'usine de Toledo où on fabrique les Jeeps. OK. Les baisses de vente chez Stellantis en Amérique du Nord pour le 3e trimestre, c'est 46 %. Alors, ça fait mal. On vend plus rien. On n'est plus compétitif. Évidemment que Chevrolet actuellement, General Motors, ça va bien parce qu'on a beaucoup de véhicules électriques, mais puis là, je parle évidemment du marché du Québec, mais à l'échelle nord-américaine, il y a quand même un léger ralentissement. Et les constructeurs doivent se conformer à des règles de plus en plus strictes. Et j'ai l'impression que il y aura une espèce de délai de grâce grâce à l'arrivée de Donald Trump qui va permettre à l'industrie automobile nord-américaine de se stabiliser, d'être capable de mieux se positionner. Parce qu'on voit depuis quelques mois des décisions qui sont prises par des constructeurs, et je ne parle pas uniquement de Ford, GM, Stellantis. On peut penser à Nissan, on peut penser à Toyota. Il y a plusieurs constructeurs qui sont en mode observation, qui sont sur les freins par rapport au virage électrique, qui évaluent la situation. Porsche, qui a annoncé tout récemment vouloir revenir avec des moteurs à combustion pour des modèles qui sont pour l'heure uniquement électriques. C'est ça, quand tu dis ils sont en train de regarder, c'est parce qu'on a tellement parlé du fait que la voiture à essence, c'était sa fin, on l'a annoncé, qu'on allait être tout en électrique, puis là, finalement, on est en train de se dire... On a menacé l'industrie automobile nord-américaine en disant, vous devez faire du tout électrique et que ça. Et les constructeurs n'ont pas eu le choix de réagir en ce sens, mais là, on se rend compte que le plan tient peut-être pas la route pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et conséquemment, et que les consommateurs sont pas là forcément non plus. Ah, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais je veux dire, au-delà de la réglementation, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plusieurs manufacturiers, des hauts dirigeants de manufacturiers qui m'ont dit, d'ici 2 ans, là, on va vivre une année pivot. C'est-à-dire que c'est là qu'on va se rendre compte que c'est peut-être le consommateur qui va avoir le dernier mot et non pas le constructeur et non pas le gouvernement. Parce que et le consommateur veut quoi, d'après toi? Il veut payer, il veut le meilleur rapport qualité-prix. Non, là. le consommateur veut avoir le choix. Ouais. Le consommateur veut pouvoir acheter ce qu'il a envie d'acheter. Et il y a des consommateurs... Il veut pas se faire pousser des véhicules dans la gorge. Là. C'est parce que quand on ne te donne pas le choix, ça donne ce que ça donne actuellement. Et moi, je te parle même pas de technologie, je te parle d'explosion des prix dans l'industrie automobile. Ouais. Parce qu'un constructeur automobile qui n'a pas le choix de se tourner vers de l'électrique, tu sais, General Motors, là, on a pris un virage électrique quand même assez prononcé. On regarde actuellement ce qui se passe. L'Equinox à 50 quelques mille dollars, c'est l'aubaine de l'heure. Et en haut de ça, il y a combien de modèles électriques? Il y a le Blazer, il y a le Cadillac Lyriq, le Cadillac Vistique qui s'en vient, le Chevrolet Silverado EV, le Hummer EV, Cadillac Escalade. Il y a beaucoup de véhicules au-delà des 100 000 $. On en produit là, des véhicules électriques. La question n'est pas là, mais ça coûte une fortune et les gens ne sont plus capables de payer ça. Mais ça coûte une fortune parce que les constructeurs abusent. Pas parce que les constructeurs abusent, parce que développer une technologie comme celle-là, ça coûte beaucoup plus cher. Tu sais, Ford a perdu des milliards de dollars jusqu'à maintenant avec ses véhicules électriques. On affichait, il y a tout récemment, on mentionnait perdre environ 60 000 $ par Ford Mach-E vendu. Alors, tu vends un véhicule 50 000 $ ou 60 000 $, puis tu perds 60 000 $ à chaque fois que tu en vends un. Alors, ça te donne une idée du portrait. On a ralenti aussi, on a cessé la production du Lightning pour 7 semaines consécutives.
Mais tu vois, il y a Claude, justement, de Rosemère, on parle beaucoup de Tesla, là, donc, il dit, il va arriver quoi avec les Tesla fabriqués en Chine avec Trump? Parce qu'on le sait, Trump, là, ça n'arrête pas là, de faire les manchettes depuis qu'il a été réélu. Et la notion des tarifs, il le dit, là, ça allait, jour 1, là, il allait intervenir là-dessus, il allait augmenter au moins 10 de primes, de tarifs. Donc, ça veut dire que sur tout ce qui n'est pas fait aux États-Unis, donc tout ce qui vient de Chine, entre autres, c'est une bonne question. La Chine, c'est un dossier qui est déjà réglé essentiellement, surtout pour le marché américain. Ouais. Parce que tout ce qui s'appelle Tesla, qui est vendu en Amérique du Nord désormais, c'est fabriqué du côté de l'Amérique du Nord. Alors, les usines chinoises, elles fabriquent des véhicules qui sont vendus du côté de l'Europe, notamment, du côté de l'Asie. Et ça, c'est la situation actuelle. Et c'est évident que n'importe quel véhicule... Bon, on apprenait d'ailleurs ce matin que BYD, qui avait l'intention de s'en venir au Canada, a cessé de travailler en ce sens. Alors, on s'est fait couper l'herbe sous le pied par le gouvernement canadien pour l'importation de ces véhicules chinois-là chez nous au Canada. On a imposé une taxe de 100 qui est depuis le 1er octobre. Ah ouais? Mais ça a mis des constructeurs dans la semoule, hein, parce qu'évidemment, tu es un constructeur, tu as un plan d'action, un plan d'affaires basé sur plusieurs années. Et là, tu apprends que dans 2 mois, tout ce que tu avais prévu comme plan ne fonctionne plus. Évidemment qu'il y a des constructeurs que ça impacte moins. Je pense à BMW, par exemple, qui avait l'intention d'arriver d'ici quelques mois avec une Mini Cooper électrique. Ça n'aurait même pas été 1% des ventes de BMW. Donc, l'impact n'est pas si important. Mais si on retourne du côté de Polestar, alors là, c'est différent. Parce qu'au moment où on se parle, Polestar commence la commercialisation d'un deuxième véhicule qui est le Polestar 3, qui est fabriqué aux États-Unis. Mais le plus clair des ventes, c'est la Polestar 2, qui est une voiture fabriquée en Chine depuis le début. Et là, on vient d'annoncer à Polestar, regarde, tu pourras plus fabriquer. Ouais. Alors, non seulement Polestar a un plan avec ce véhicule-là qui durait jusqu'à à peu près 2027. Donc, est-ce qu'on va changer les plans, rapatrier la production vers une autre usine qui va coûter une fortune pour continuer à vendre la voiture peut-être 1 an et demi de plus? La réponse, c'est non. Puis en même temps, tu dis, ouais, mais c'est 98 de mes revenus pour le moment, alors qu'est-ce que je fais? Alors là, on a demandé du côté de chez Polestar au gouvernement canadien un délai de grâce pour pouvoir extensionner ce règlement qui a été appliqué dès le 1er octobre. Parce que ce que dit Polestar, c'est qu'on a fabriqué assez de véhicules jusqu'au 1er octobre du côté de la Chine pour être capable de fournir le marché canadien jusqu'à la mi-année 25. Après ça, on n'a plus rien. Et là, ce qu'on veut, c'est être capable de continuer à produire la voiture là-bas, peut-être pour une année supplémentaire, le temps que le plan d'action soit mis en place et que la voiture soit en fin de carrière et qu'on change et que la production des futurs modèles se fasse ailleurs. Mais évidemment que c'est déloyal. On comprend que c'est une industrie qui est en mouvance. Puis c'est déloyal comme stratégie. Alors, c'est évident que les véhicules qui sont faits en Chine, ça ne rentrera plus en Amérique du Nord. Mais c'est parce qu'avec Trump en place, là, ça pourrait vouloir dire les véhicules de production mexicaine. Est-ce que ça va affecter les véhicules de production canadienne pour le marché américain? J'allais te poser la question. Ça, on n'a pas entendu parler, honnêtement. Mais il y a eu des menaces de taxation très sévères pour les véhicules fabriqués au Mexique. Et la quantité de véhicules qui sont faits au Mexique, qui sont vendus chez nous et aux États-Unis, tu n'as même pas idée. Il y a des camions Ram, il y a des Volkswagen, il y a des Nissan, il y a des Buick, il y a énormément de véhicules qui sont faits là-bas. Alors, tous ces véhicules-là seraient taxés à 100 ou à 200% par le marché américain, donc ne pourraient plus être vendus aux États-Unis, ça n'a pas de sens. Non. Il y a un camion Ram, je veux dire, il n'y a rien de plus américain que ça. On le fabrique au Mexique pour des raisons évidentes. Tout à fait. Mais, il y a Joanne qui dit, combien coûte ce véhicule, ce fameux véhicule hybride, je pense que tu parlais tout à l'heure là, du... CX-50, ouais. Ça varie entre... transport préparation inclus, c'est entre 45 et 51 000 $. Et est-ce qu'on peut obtenir la subvention de 12 000 $ demande-t-elle à l'achat de... Absolument pas, parce que c'est un hybride traditionnel. Alors, chez Mazda, il n'y a que le CX-70 et le CX-90 qui sont des hybrides rechargeables qui, eux, sont admissibles à des crédits. Mais un hybride traditionnel, il n'y a aucun crédit qui s'applique là-dessus. Le seul crédit que tu obtiens, c'est de consommer moins de carburant. C'est ça. Alors, c'est ça l'avantage. Il y a Daniel qui dit, bon, il n'y a pas forcément une question, mais c'est comme un commentaire. Il dit qu'il trouve ça regrettable qu'on fasse assez peu d'efforts, finalement, pour le covoiturage comme solution à la congestion.
parce qu'on parle beaucoup de transport collectif, évidemment, ce matin, là, à la suite là, du rapport d'hier qui confirmait qu'il y avait, ce que Geneviève Guilbeault, ministre des Transports, disait depuis un moment aussi, c'est qu'il y a moyen de faire des économies dans les administrations, dans les entreprises de transport collectif. On parle de 330 millions, j'ai vu. Là, en même temps, et puis, on va voir si Elon Musk va le faire aux États-Unis, puisqu'il aura la mission de dégraisser l'appareil de l'État américain. Ouais. Mais c'est sûr que si tu prends chacune des grosses corporations, administrations gouvernementales, c'est sûr qu'il y a des affaires qui sont trop chères là-dedans, qu'on paye pour, c'est sûr. Puis, je veux dire, l'industrie... Mais ça serait c'est pas mauvais dans l'industrie. C'est sûr aussi. que le covoiturage, on idéalise tout ce qui s'appelle transport collectif en se basant sur ce qui se passe en Europe. C'est sûr que quand tu vas en Europe, tu regardes comment ça fonctionne, tu as pratiquement l'impression qu'on est des pauvres imbéciles qui savent pas comment gérer un dossier. Mais ça ne fait pas partie de la culture nord-américaine. Puis les villes sont pas planifiées. Les villes sont pas faites comme ça. D'un point de vue d'urbanisme de la même façon. Il n'y a rien qui fonctionne. Non, on en a déjà parlé, le transport en commun ici. Le territoire n'a rien à voir. Le territoire, la façon de faire, les habitudes. Et le transport en commun et le transport collectif, c'est quand même, en grande partie, c'est faire bouger des gens. C'est vraiment déplacer des gens sur un territoire donné. Donc, la notion gestion des territoires, ça prend toute la place. Là. Et honnêtement, on regarde les chantiers en ce moment. Écoute, j'étais dans le Vieux-Montréal hier. As-tu vu le bordel? Ah non, mais gars. Et ça m'a pris 95 minutes partir de la 40 et me rendre à Boucherville. Ça, c'est 1h35. Pour traverser le tunnel. C'est écrit sur le panneau 95 minutes. Ils mettent en minutes pour que tu sois plus patient. Là, je comprends qu'il y a des travaux, mais si on n'est pas capable de gérer des chantiers comme ça, on va-tu être plus capable de gérer des situations de transport en commun efficaces? On va-tu être capable de fabriquer ça, que ce soit viable et que ce soit efficace et que ce soit rapide? Parce que tu peux prendre le transport en commun en ce moment, mais... Écoute, j'en ai parlé cette semaine. Non, mais à moins de devoir te déplacer sur l'île comme telle, puis dans un espace bien précis, c'est interminable. Complètement. C'est interminable. Oui. Mais moi, je t'avais de partir un parti pro-hélicoptère. On blague, là, mais je te dirais que Longueuil-Laval, là, ça devient un défi. 1-877-827-2346. Pas sur le parti hélicoptère. Non. Mais si vous avez des questions pour Antoine Joubert sur des véhicules ou sur l'industrie des voitures, ne vous gênez pas. Par texto, vous faites le 187 Radio. Il y a Gilles, justement, qui pose la question, pourquoi on ne construit pas et on ne développe pas un véhicule fait ici au Québec, un véhicule québécois fait chez nous, par des gens de chez nous. Ah, ils développent un petit protectionnisme québécois. Remarque, je ne serais pas méchant. C'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, l'industrie ontarienne, c'est une industrie de pièces de voitures. Nous aussi, on fournit l'industrie ontarienne, mais on n'est pas des fabricants automobiles. Donc, mais on l'a tué, cette industrie-là. On l'a tué. On avait quand même Sainte-Thérèse à une certaine époque. Alors, on a eu Sainte-Thérèse, on a eu Hyundai, qui a été là à Bromont au début des années 90. L'usine de Sainte-Thérèse, on l'a tué à coup de syndicat trop fort. Et je me souviens encore de voir des gens à l'époque avec des pancartes au début des années 2000, à peu près un an avant que ça ferme l'usine de Sainte-Thérèse. Les conditions salariales que ces gens-là avaient pour l'époque étaient inégalées à peu près au Québec. On parle d'une industrie manufacturière. Et General Motors cette année. General Motors cette année avec raison. Alors, est-ce qu'on s'est plaint le ventre trop plein? La réponse, c'est oui. Et ça nous a coûté cette industrie-là. En même temps, la concentralisation de l'industrie automobile en Ontario, elle est logique aussi. Les maisons mères sont plus proches de là. Le pouvoir politique se passe en Ontario. À cause du Michigan, parce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux qui sont au Michigan. À cause du Michigan aussi. Tu sais, si on pense à Stellantis, on est juste l'autre bord de Détroit. Bon, alors c'est pas... Il y a une certaine logique là-dedans. Mais on a développé d'autres sortes d'expertise, en fait, au Québec. Je veux dire, on fabrique, bon, évidemment, Bombardier, c'est concentré sur d'autres types de fabrication. On fabrique des véhicules électriques, bien que ce soit pas très financièrement viable pour le moment. Là, on a certains problèmes du côté de chez Lyon, chez certaines entreprises, mais quand même, on a des expertises au Québec qui sont différentes, mais je ne vois pas le jour où on va fabriquer une voiture québécoise. Puis de toute façon,
est-ce qu'on serait capable au Québec de fabriquer un véhicule compétitif par rapport à une industrie qui est déjà en place? Parce que aujourd'hui, lancer une nouvelle marque sur le marché, c'est pas comme il y a 20 ans. Il y a 4 chances sur 5 que ça ne fonctionne pas. On le voit, là, tous les startups, là, il y en a beaucoup qui meurent aussi vite qu'ils sont arrivés. Lordstown, aux États-Unis, était une entreprise qui voulait fabriquer des camionnettes électriques. C'est mort et enterré. On vient de voir Fisker, qui avait des produits magnifiques. C'était pas le produit le problème, mais on a manqué de ressources. Lion, Lion, qui fait des autobus électriques ici au Québec, ils sont sur respirateur. Là. Ah oui, absolument. Absolument. Puis ça marche pas, là. Ça commence à être critique, là. Vraiment, vraiment critique. Alors, c'est pas parce que l'industrie est pas là, c'est parce que se partir dans une industrie qui est déjà lourdement chargée, avec une compétition mondiale, qu'on tente de freiner, justement, en bloquant la Chine, là, parce qu'évidemment, on voit ce que la Chine peut avoir comme impact sur le marché européen en ce moment. C'est de moins en moins évident, là. On a Émilie qui a 27 ans. Elle dit, j'ai un budget de 25 000 $. Je me cherche une voiture, pas trop grosse, juste pour me promener à Montréal. Qu'est-ce que je devrais acheter? Elle dit qu'elle est perdue. Émilie, on va régler votre problème. Est-ce qu'on cherche un véhicule neuf? Émilie, il faudrait nous... appelez-moi, 1-877-827-2346. Peut-être qu'elle ne peut pas nous téléphoner, mais au moins, textez-moi, 187 Cube Radio, parce que ça, c'est une donne importante, là. C'est une donne importante, mais à 25 000 $, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a à 25 000, 9, mettons? Un Nissan Kicks, une Hyundai Venue, c'est à peu près ce qui existe, là. Une Nissan Versa, bof. Non, tu veux pas ça. Mais dans tout ce... Qu'est-ce que tu lui recommanderais, moi, j'irais peut-être plus vers un véhicule usagé d'un an ou deux, trouver une Subaru Crosstrek d'entrée de gamme, parce qu'en ville, Crosstrek, c'est un peu long à garer, ça, par exemple. C'est une voiture compacte. Une Crosstrek, c'est une Impreza. Ouais. Alors, c'est pas très gros comme véhicule, mais les gens sous-estiment... du usagé. Usagé. Ouais. Alors, Subaru Crosstrek, pour moi, c'est une formule franchement intéressante. Okay. Ça peut être un Hyundai Kona, sinon, qui cute, est un petit peu plus compact. Mais à Montréal, avoir les 4 roues motrices, surtout si vous vous stationnez sur la rue, ou si vous vous stationnez à l'extérieur, c'est un sérieux avantage, beaucoup plus que si tu habites à Blainville ou à Saint-Hubert. Parce que tu as de la place pour pelleter, tu as de la place pour te stationner. Ici, tu te bats avec des bancs de neige et avec des rues qui sont démolies. Et d'avoir un petit véhicule 4 roues motrices un peu haut sur pattes, je parle pas d'un gros VUS, mais je parle d'avoir une voiture dotée d'une bonne suspension, d'avoir un peu de viande au niveau du flanc des pneus, c'est-à-dire ne jamais prendre les roues les plus grosses sur un modèle, réduire la taille des roues, augmenter le flanc des pneus pour avoir le meilleur mordant et la meilleure absorption dans les nids de poules. C'est ce que ça prend en ville. Puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui arrive avec une Subaru Crosstrek en termes de comportement, de solidité. Ça va coûter un peu plus cher d'entretien que si vous achetez un équivalent du côté de chez Hyundai, de chez Toyota. Puis je dis un peu, là, disons 20 %. Alors, au lieu de dépenser 1 200 $ d'entretien par année, vous allez peut-être mettre 1 500. C'est pas la fin du monde, mais c'est un véhicule qui est extrêmement solide et qui déprécie quand même pas beaucoup. Inutile d'aller vers les versions les plus luxueuses. La première année, c'est l'année la plus coûteuse en termes de dépression, là. C'était une règle de l'époque, mais je te dirais que les marchés sont ce qu'ils sont en fonction de ce qu'il y a disponible dans le neuf. Et une Crosstrek, c'est pas évident à obtenir rapidement dans le neuf, donc les usagers ont la cote. Vous allez payer le véhicule en conséquence. Si vous achetez une Crosstrek usagée de 2 ans... c'est 25 000 Oui, c'est ça. Okay. Donc ça va? À 25 000, on n'a pas une version très luxueuse. Là. On va avoir un modèle d'entrée de gamme qui a été payé 9, 30, 31 000, puis encore. Il va peut-être reculer de 3 ans. Là. Mais ça demeure pour moi un véhicule extrêmement solide et surtout parfaitement adapté pour composer avec les conditions montréalaises. Okay. Et sinon, tu dis la Kona? Kona, c'est très bien. Corolla Cross, c'est un peu récent comme produit, puis c'est peut-être un peu moins impressionnant. Là, évidemment, je parle de petits VUS. Il y a des voitures aussi, là, mais je veux dire, en ville, c'est ce que je privilégierais. Alors voilà, Émilie, pour vous, n'oubliez pas d'aller acheter votre vignette au bureau de la ville, parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de contraventions. L'enfer, un véhicule à Montréal. L'enfer.
Oui? Oui. C'est pas une nouvelle, c'est juste un commentaire émotif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Commentaire purement émotif. Voilà. François dit, est-ce qu'on peut encore s'acheter une voiture électrique? Ben oui, François. Il dit, est-ce que c'est fini les subventions? Ben non, François. Rappelle ici. Alors, c'est 7 000 taxes incluses du Québec, 5 000 taxes incluses du fédéral. Donc, c'est 12 000. Jusqu'au 31 total. décembre. Jusqu'au 31 décembre pour les véhicules admissibles. Le 7 000 passera à 4 000 en janvier prochain. Et à la fin mars de 2025, c'est là qu'on va apprendre si, dans le budget fédéral, on poursuit, on conserve le crédit de 5 000. Oui, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai l'impression qu'on va le sauter. tirer la plug, Ouais. mais je ne suis pas persuadé qu'on va le retirer drastiquement d'un coup. Évidemment, On va le couper en deux, genre un petit... On va enlever évidemment, 2 3 tout 000, dépendant du gouvernement en place. Ouais. Parce que si jamais il y avait cette possibilité que Trudeau ne soit plus là au moment où ça arrive, pas besoin de te dire que là, ça change les choses. C'est-à-dire, Ben, je ça veux va dire... passer dans le tordeur. Là. Ah, oh, Ben, complètement. ouais. Ben oui. Parce que, évidemment, ça coûte une fortune. On est en avance sur nos objectifs, en plus, au Québec en ce moment. Hein. Les nouvelles sont sorties cette semaine. On est pratiquement 2 ans d'avance sur les objectifs du plan d'électrification des véhicules automobiles sur le marché du Québec. Fait que là, les gens se pètent les bretelles avec ça, comme on dit, mais en même temps, c'est totalement logique parce que on sait que les crédits vont commencer à diminuer prochainement. Et c'est sûr que là, tu vas avoir un ralentissement des ventes de véhicules électriques qui va se faire de façon progressive. Ce qui fait que l'avance qu'on a en ce moment va se restabiliser pour se rebalancer probablement en cours d'année 26, en cours d'année 25 et peut-être début d'année 26. Fait que tu veux dire, on est en avance sur... On est en avance sur l'objectif ultime de 2030, là. Pour que le parc automobile soit électrifié à 60 %. On a vendu 34 des ventes de véhicules qui ont été faites le mois dernier, c'est de l'électrique. C'était de l'électrique. Tout électrique, là. Tout électrique ou hybride rechargeable. Ou hybride rechargeable. Plaque verte, bref. Oh, OK, d'accord. Alors, c'est dire, tu sais, je veux dire, c'est plus qu'un véhicule sur 3, Ouais, c'est c'est quand même beaucoup. pas rien. Ouais, Mais ouais. les gens ont cette urgence en ce moment d'aller profiter des crédits. Oui. Il y a de l'inventaire, ça, Ouais. ça change la donne aussi. Fait que toi, tu dis, une fois qu'on va enlever ces crédits, ça va pas mal se calmer, là, notre avance sur le c'est plan sûr, d'électrification. C'est sûr. Là, on est en avance, mais j'ai hâte de voir le temps que ça va prendre pour restabiliser le tout puis qu'on se retrouve avec autrement dit, à égalité avec le plan. Là. Ouais. On a Jean-Guy qui dit, est-ce que ça vaut la peine de faire un traitement anti-rouille à une voiture qui sort pas l'hiver? Non. Bon. Tout dépend, bien sûr, comment la voiture est entreposée, parce que n'entreposez pas une voiture l'hiver à l'extérieur dans un abri tempo sur du gazon. Ça, vous allez la tuer littéralement, même si vous faites un traitement anti-rouille. À cause de l'humidité? À cause de l'humidité. Il faut que la voiture soit conservée dans un endroit sec. Évidemment, il y a des petits trucs. Là, si vous entreposez une voiture l'hiver, surgonflez les pneus, mettez un chargeur intelligent sur la batterie, des trucs de base. Mais c'est pas si cher, un traitement anti-rouille. C'est cher? non, mais c'est parce que sur une voiture, un traitement anti-rouille, ça a beaucoup d'avantages, mais si on n'en a pas besoin, on est mieux de ne pas le faire. Parce que à très, très, très long terme, si tu as fait 12 traitements anti-rouille sur un véhicule, ben ça se peut que tu ailles altérer un peu tes caoutchoucs. Ça se peut que, bon... okay. Puis c'est quand même salaud sous le capot d'avoir de l'huile quand tu n'en as pas besoin. Non, c'est ça. Alors, tu sais, il y a énormément d'avantages, mais si vous sortez pas le véhicule l'hiver, ça sert absolument à rien. Et si on le sort l'hiver, faut-tu qu'on s'en fasse régulièrement? Si on sort le véhicule l'hiver, moi, un traitement anti-rouille annuel, c'est un incontournable. Donc, je fais pas ça, moi. Ça coûte 100 $ par année. Réparer une bulle de rouille sur un véhicule, c'est pas loin de 1 000 $. Ah, ouais. Parce que les coûts de carrosserie, les coûts de peinture... Hey, Jean-Guy, merci de votre question, finalement. Un traitement anti-rouille, là, c'est sûr que si vous achetez votre véhicule aujourd'hui, est-ce que vous êtes obligé de le faire maintenant? Peut-être que vous pouvez attendre à l'année prochaine. Et on termine avec la question d'Amélie. Rapidement, oui. Antoine Joubert, Amélie veut changer sa voiture. Elle hésite Volvo 2022, Audi Q3 de la même année. Donc, 2 voitures 2022, Volvo, Audi Q3, qui sont sensiblement au même prix. Laquelle tu choisis pour Amélie? La dynamique de conduite du Audi est un avantage. Honnêtement, là,
c'est dur à battre. Le Volvo est un véhicule plus confortable, mais l'Audi est tellement plus fun à conduire. Moi, je dirais Audi aussi. Ouais. Quand même. Antoine, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Bon voyage en Angleterre. Oui, effectivement. You're going to London. Exactement. Indeed. Exactement. Fait que la semaine prochaine, tu vas revenir puis tu vas nous... Il se passe des choses chez Jaguar et on va apprendre ça ce week-end, en début de semaine prochaine. Et j'adore le thé Earl Grey. Oui? Je te dis ça demain. Tu veux que je te ramène ça la semaine prochaine? Ben, écoute, si ça te tente. D'accord. Voilà. Moi, je suis comme en enseignante. Ah ouais. J'aime les cadeaux. Antoine Joubert, mesdames et messieurs. Après la pause, Jo Beaucamp est avec nous. Vous savez ce qu'on dit, hein? Prenez votre mal en patience. Oui, bienvenue au service à l'auto.